Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, la patrie. Oui, la patrie. Félix Tshisekedi et les droits de l'homme, des avancées, mais... Après le massacre de Yumbi dans le Maïndombe, de Beni et de Lituri, le combattant victime de manifestations politiques de l'UDPS, de Bundu Diakongo, de Lucha et de Filimbi, toujours dans les tourments malgré la passation pacifique du pouvoir entre le sortant et l'entrant. Malgré la libération de gros poissons, les services de répression sont restés entre les mains de mêmes tortionnaires. Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi l'évolution de notre actualité politique en RDC. Il faut ne pas être au Congo pour raconter ce que l'on raconte très souvent. Mais ceux qui ont vécu sous l'époque de Kabila et sous l'époque de Félix Tshisekedi, ceux qui font la lecture de l'actualité comprendront avec moi que des avancées ont été remarquées. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous avez des grandes structures comme Human Rights Watch et aussi ont parlé de la question. Vous avez des organisations internationales de droits de l'homme qui jusqu'aujourd'hui sont d'accord avec l'évolution des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On va dire encore une fois que les structures qui hier étaient considérées des structures de menace, des structures de torture, se sont aujourd'hui humanisées. Le plus grand progrès en République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est des avancées en termes de droits de l'homme. Aujourd'hui, l'on peut manifester, on peut parler, on peut crier, on peut raconter ce que l'on veut, sans forcément être inquiété. L'Église catholique ne reçoit plus de coups de balle dans son enceinte, ou dans ses enceintes, si vous voulez. Les militaires n'interviennent plus dans les marches, comme c'était à l'époque où on voyait la garde républicaine aller réprimer les manifestants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne voit plus les militaires dans la route, surtout quand il s'agit des manifestations. Aujourd'hui, les participants, les organisateurs de marches peuvent aller discuter avec l'autorité urbaine sur des questions de la possibilité d'une marche. Il n'y a plus d'interpellation comme avant. C'est vrai qu'il y a des cas de débordement, mais il n'y a plus de morts comme c'était dans le cas. La police ne ment plus sur le nombre de blessés ou le nombre de morts. Aujourd'hui, la police peut dire la vérité. Qu'il y a eu 15 blessés, il y a eu 14 blessés, il y a eu 4 interpellés. Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. À l'époque, vous le savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand il y avait 3-4 morts, la police prenait le luxe de dire qu'il y en avait 2 et le porte-parole du gouvernement pouvait dire qu'il n'y avait pas de morts. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a certainement des avancées qui ont été faites dans ce côté-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour un pays qui se veut un pays d'état de droit? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut encore travailler. Parce que les acquis de l'alternance sont fragiles, tout autant fragiles que cette alternance qui a été finalement difficile à être mise en place. Et qui souffre même de sa mise en place. Parce qu'il y a une sorte d'interférence de mauvais esprits politiques. Mais en réalité, quand on regarde un peu plus avec de recul, on se rend compte qu'une évolution est nettement établie. Mais maintenant, c'est quoi les hic? Le hic ici, c'est que l'instrument, le premier instrument qui finalement développe un État, ça veut dire la justice, est encore entre les mains inexpertes, entre les consciences sales et les âmes tordues de certains magistrats véreux et de certains procureurs, de certains juges oubliés de la conscience. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a beaucoup plus de crainte. Mais l'instrument répressif
qui hier était la police et l'ANER, aujourd'hui on a comme l'impression que l'ANER a été littéralement déplumé et que la police peine à se rationaliser. Mais dans ce mouvement de trouble, le peuple congolais ne sait plus compter des morts lorsqu'il descend dans la rue comme c'était il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 9 mois seulement. Donc d'un côté on dit bravo président de la République, de l'autre côté on appelle à la vigilance de toute la classe politique pour qu'au lieu de faire des reculs, mais que nous puissions avancer, que nous puissions gagner du terrain. Parce qu'en réalité, la première ennemie de notre population, c'est la peur. La peur doit finalement quitter nos esprits. Mais en réalité, la peur fait et au niveau du peuple et au niveau des institutions. Nous avons comme une sorte de peur institutionnelle. Le pouvoir en place, le pouvoir public a peur. Nous avons une police qui a peur. Et la peur de la police pousse la police à tirer sur les manifestants. On a eu à l'époque un régime qui avait peur. Et un régime qui a peur tombe très souvent dans les dérives. Un régime qui a peur tombe très souvent dans la destruction, dans les manipulations, dans toutes sortes de dérives. C'est un peu le cas de l'Afrique, c'est un peu le cas du Gabon, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas où vous trouvez les présidents qui ont peur. Ils ont tellement peur de perdre leur pouvoir qu'ils sont prêts à détruire, à confisquer les libertés individuelles, à mettre en péril un état de droit, à frustrer notre liberté, notre démocratie, à étrangler les libertés individuelles et à étouffer les droits fondamentaux. Et au regard de ces inepties, en termes du droit et de loi, nous avons un État qui se fragilise du jour au lendemain, du jour au jour si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons rappeler au président de la République de ne pas oublier l'essentiel. Ce pays ne peut pas se développer tant qu'il n'y aura pas une vraie justice. Et la vraie justice ne s'appelle rien d'autre que la réparation. Tant que le peuple congolais continuera à pleurer, à ruminer la haine, l'amertume dans son cœur, ce pays ne pourra jamais se développer. Le président de la République est allé confier le pays à Dieu en endossant la responsabilité de tous ses prédécesseurs. C'est un bel acte, c'est un acte responsable. Mais attendez, c'est fragile parce que il n'y a pas eu au préalable un pardon. Il n'y a pas eu un pardon. Ceux qui ont commis des exactions doivent demander pardon. Tant qu'ils ne demanderont pas pardon, tant qu'ils vont se comporter arrogamment, le peuple ne sera pas toujours en train de pardonner. Et vous pouvez beau présenter un peuple comme ça à Dieu, mais lorsque le cœur de ce peuple est meurtri et qu'il n'est pas réparé, tout ce que vous faites, ça ne marchera jamais. Même la Bible le dit, ici mon peuple s'humilie. On n'a pas dit si les représentants de mon peuple s'humilient. Non, on dit si mon peuple s'humilie. Le président peut beau faire ça, mais lorsque le peuple n'est pas d'accord avec lui, ça ne marche pas. Ce peuple a des blessures. Le peuple congolais a été blessé, a été violé. On ne va pas oublier ça par un revers de la main. Ici, nous avons besoin d'une réconciliation nationale. Mais la réconciliation nationale, ce n'est pas un dialogue national. La réconciliation nationale, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui doit transpirer dans toutes nos institutions. Il faut qu'il y ait une réconciliation entre l'homme et la terre congolaise, entre l'homme et ses institutions. Vous allez voir que nous sommes en train de vivre une fracture sociale flagrante. Nous sommes en train de vivre un cycle de méfiance, je vais dire terrible et ancré. Les gens n'ont plus confiance aux gens. Les Congolais n'ont pas confiance à la politique. Les civils n'ont pas confiance à la police. Les civils n'ont pas confiance à l'armée. Les militaires n'ont pas confiance aux civils. Et on vit comme ça. Les politiciens sont perçus comme des aventuriers, comme des menteurs.
Le peuple est perçu comme un naïf, comme tout ça. Bref, tout ça, ça prouve à suffisance qu'on n'est pas ensemble. Alors il faut revenir sur les fondamentaux et régler le problème déjà au niveau de la base. Nous avons des procès qui sont restés des procès oubliés. Aujourd'hui, la famille de Chibea, quand on en parle, les gens disent, mais c'est pas tout, et si là, non, non, vous pouvez dire que si la bongo, vous pouvez prendre ça à la légère, parce que peut-être un peu ivre du lait, mais n'oubliez pas que la famille de Chibea, que la veuve de Chibea, que les enfants de ce pauvre monsieur continuent à ne pas avoir leur père, et ils auraient peut-être voulu que la justice soit faite, que le bourreau de leur père puisse ne serait-ce que répondre à la justice. Mais ce monsieur-là restera à être promu, restera à évoluer, restera éternellement impuni. Entre-temps, la famille de ce monsieur continuera à se cacher. Est-ce que vous imaginez? Dans quel pays vous avez vu les oppressés fuir les oppresseurs? Dans quel pays vous avez vu les oppresseurs sabrer le champagne, les oppresseurs prendre le champagne et plutôt jouer la musique et marcher impunément, avec arrogance, avec assurance, ainsi en train de défier les oppressés et leur dire, vous ne m'aurez jamais. Quoi qu'il y ait changement, vous ne m'aurez jamais. Non, c'est cruel tout simplement. C'est cruel. Nous devons rétablir une justice. Et la vraie justice ici, c'est une justice qui ne parle pas politique. C'est une justice qui ne parle pas une langue tribale. Non, mais c'est une justice qui parle loi, qui parle droit. Nous ne devons pas vivre dans un état de nature. On ne peut pas continuer à vivre dans un état où le Léviathan écrase les petits animaux. Non, nous ne pouvons pas vivre sous les humeurs impétueuses de l'estomac vide d'un Léviathan. Nous devons arriver à vivre dans la lumière de la justice, dans la douceur du droit et dans la clarté de la vérité. Ainsi, le peuple va dire, nous sommes dans un état, on est dans un pays, on peut apprendre à pardonner. Tant qu'on ne va pas inverser les choses, tant que les oppresseurs n'auront pas honte et n'iront pas se cacher, le pays continuera à s'enfoncer. On pourra avoir les beaux cris, mais rarement le pays va se développer. Parce que regardez, il y a des crimes économiques. Nous avons des crimes de sang. Nous avons des crimes politiques. Nous avons des crimes judiciaires. Et nous avons des crimes électoraux. On a des crimes culturels, si vous voulez. On a tellement de crimes au Congo que tous ces criminels se partagent aujourd'hui le pouvoir alors que les citoyens sont en train de souffrir. Le procès Chibea, où en sommes-nous? Personne ne nous dira où en sommes-nous avec ce procès-là. Si nous allons un peu plus loin, poser des vraies questions aux Congolais. Le procès de Rossi Chimanga, où en sommes-nous? Le procès de Thérèse Kapangala, où en sommes-nous? Ce procès de 8 millions de morts à l'est du pays, où en sommes-nous? L'affaire Yumbi, qui est responsable? Vous allez oublier tout ça, mettre ça derrière? Et on va avancer? Non, on n'avancera pas comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Les gens qui ont perdu leur famille à l'est du pays, dans les guerres à l'est du pays, ces gens-là, tous les jours de la vie, ils pleurent. Tous les jours de la vie, ils pleurent. Le soleil est témoin des pleurs de ces gens-là. Le soleil est témoin des pleurs de ces gens-là. La lune est témoin des atrocités de ces gens-là, de la complicité de certaines des autorités militaires et politiques congolaises. Et tous les jours, ces gens pleurent. Tous les jours, ces gens pleurent. Ils disent la même chose. Un jour, ça sera, et vous allez faire, et vous allez faire. Alors, on a besoin de ça aujourd'hui. C'est vrai. Ce que nous voyons, on peut voir que Félix Tshisekedi veut vraiment mettre fin avec un cycle d'impunité. On est bien d'accord. Il y a des avancées. Il y a beaucoup de recul aussi. Disons, beaucoup de retard. Mais là où on ne voit pas Félix Tshisekedi avancer, là où on ne le voit pas avancer, c'est
les exactions qui ont été commises l'année passée, le fait pour lequel on s'était battu. Félix Tshisekedi, en se battant, il disait « Je veux remettre la justice. » Tous ces gens-là vont être arrêtés. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Nous attendons effectivement ça. Nous disons merci pour ce qui est... Non, pas merci, mais bravo pour ce qui est fait. Mais nous voulons voir dans le passé, revenir dans un passé récent. C'est vrai, je suis bien d'accord aussi qu'il n'est pas bon que le président lui-même fasse ces choses. Oui, mais le président impulse. Je suis pertinemment content et à l'aise parce que j'ai des informations sûres que l'appareil judiciaire du Congo va être rapidement changé. Et nous entendons déjà des magistrats se fâcher. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas d'armes pour aller faire la guerre. Si c'était l'armée, peut-être qu'ils allaient rentrer chez eux là-bas, prendre les armes et devenir des rebelles. Malheureusement, ils ne sont que des civils. Et l'année 2020 va être une année qui va peut-être marquer les espoirs des Congolais. Parce que ce que vous allez voir en 2020, je peux vous le donner comme assurance. Parce que moi, je sais que quand on fait des analyses comme ça, il y a des gens qui écoutent ces analyses, qui rencontrent le président, le premier ministre, le ministre bref, les autorités du pays, et ils leur font comprendre cela. À partir de entre janvier et juin, vous allez voir que le président va prendre une série d'ordonnances pour changer l'appareil judiciaire congolais. Exactement comme on l'avait demandé. Le président prendra encore des ordonnances. Vous allez voir qu'il y aura des remplacements au niveau de la police et au niveau de l'armée. Dans 6 mois, vous allez voir ça, dans 6 mois, avant juin ou plus tard, quelque chose comme ça, vous allez voir des grands changements vont être faits. Des généraux vont aller à la retraite et au niveau de la police et au niveau de l'armée normale. Ils vont aller à la retraite. Et ceux qui vont rentrer seront des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Et au niveau de l'appareil judiciaire, le président de la République a eu le temps de comprendre. Et nous lui avons dit, depuis le début, ça fait quand même 9 mois qu'on dit au président de la République, la seule façon pour vous de renverser cet appareil judiciaire, c'est de prendre le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. On a dit au président, si vous voulez renverser l'armée, prenez le contrôle du Conseil supérieur militaire. Si vous prenez les 2 conseils supérieurs là, et de la magistrature et militaire, vous avez réussi à réformer là où personne n'a pu réformer. Parce que c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature que l'on connaît le cursus de chaque magistrat. Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pays, il a tout de suite demandé ça. Donnez-moi le rapport. Et lui-même, il paraîtrait qu'il a révoqué des gens. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Pratiquement 500 magistrats ont été littéralement révoqués. C'est ce que nous voulons. Mais nous, avec Fachi, il ne va pas révoquer. Fachi va envoyer les gens en retraite. Ça sera des retraites précipitées. Il y aura peut-être des révocations. Mais il y aura des vrais remplacements. En ces moments-là, au moment où nous vous parlons, c'est pourquoi je l'ai toujours dit et je demande au président de la République de le faire discrètement. Monsieur le président, faites-le discrètement. Faites une sélection maintenant. Pendant que vous y êtes, nommez une commission de 2, 3, 4 personnes ou 5 personnes, de gens qu'on ne connaîtra pas. Ce sont ces gens-là qui vont aller poursuivre pour vous des vrais avocats, des vrais magistrats, des hommes honnêtes. Il y en a encore dans ce pays. Des magistrats sérieux, honnêtes, il y en a encore dans ce pays. Moi, j'en connais tellement beaucoup que c'est des gens que nous avons vus dans l'exercice de notre travail en tant qu'avocat, des gens qu'on a entendu parler, et vous allez remarquer une seule chose, ces gens-là n'ont pas de moyens colossaux. Je connais un homme, il m'a enseigné le droit constitutionnel. Je continuerai à parler de ce monsieur tant qu'il vivra. Il s'appelle Mosengo. Je ne sais pas, il est envoyé à l'Équateur, quelque chose comme ça. Il était à Goma, il était dans le Bas-Congo, je ne sais pas si on le connaît encore. Il s'appelle, on l'appelait le procureur Mosengo. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un homme honnête comme ce monsieur-là. Mais il était substitut du procureur à une certaine période. Mais quelle intégrité, quelle honnêteté. Il m'a enseigné, imaginez, il m'a seulement enseigné. Mais je pouvais lire sa manière de faire les choses. Vous entendez lorsque vous êtes avec certains avocats, ils vous disent, ils s'appellent même au téléphone. Qui est le dossier? Quand on dit que c'est mon soutien, on dit, ah, on est foutu. On est foutu, mon cher, il faut tanga parce que
là-bas on est foutu. C'est d'abord un monsieur qui connaît la loi, qui maîtrise le droit. C'est pas le type de procureurs qui confondent pour la procédure civile et la procédure pénale. Non, c'est pas comme ça. C'est pas des gens qui confondent le droit spécial donc c'est pas les gens qui confondent le droit pénal spécial et le droit pénal général. Non. Non. C'est pas quelqu'un qui confond les sûretés et les obligations. Mais non, mais c'est des gens qui connaissent les affaires. Ils savent ce que c'est le droit. Batouana, le président, il faut dire au président de la République que Baza est belé. Le président doit commencer par là. Et puis, excusez-moi de vous le dire, je ne conçois pas qu'un licencié en droit soit juge constitutionnel. Excusez-moi. Hein? Vraiment, excusez-moi. Nous devons changer le paradigme, s'il vous plaît. Un licencié en droit ne peut pas être un juge constitutionnel. Un licencié en droit ne peut pas être un juge administratif. Vous savez, mes frères, si vous voulez redonner à votre justice de la valeur, vous devriez aussi penser à placer les hommes qu'il faut dans l'institution. Je prends un petit exemple. Le professeur Jean-Louis Sambo. D'abord, il est constitutionnaliste et professeur. Bon, supposons qu'il est président de la Cour constitutionnelle. Dites-moi, qui va l'embêter? Sur le point du droit d'abord, qui peut l'envoyer dans la brousse? Qui peut l'envoyer dans la brousse, un monsieur comme ça? Vous avez le monsieur comme le professeur Jacques Njoli. Conseiller, il est à la Cour constitutionnelle. Mais en principe, la Cour constitutionnelle doit être dirigée par des experts en constitution. Ça doit être eux qui comprennent ces choses. Parce que regardez, vous avez un professeur comme le professeur Mbata. Bon, supposons que le professeur Mbata était avocat, parce qu'il n'est pas avocat. Mais supposons qu'il était avocat, et il rencontre un de ses étudiants. Mais attendez 2 secondes. Un de ses étudiants constitutionnalistes, et au sommet de la pyramide du droit. Non, mais quelle honte! Obama, je me rappelle, si je peux me tromper, je le dis sous réserve, il y a M. Moubenga et M. Franco. Comment Franco? Parce que les Américains, mingi vraiment. Tout le bateau qui est de je me rappelle, d'abord, Obama, quand il arrive au pouvoir, et je crois qu'il avait nommé une dame dans la Cour constitutionnelle, na Bango. Il discutait vraiment, mais c'était une dame. Cette dame serait son professeur. Regardez les nations qui se développent. Les nations et mataka mais le cannabis c'est un monde à l'envers. Le cannabis c'est un monde à l'envers, bandeko. Ministre penza il y a éducation nationale, pardon, ministre il y a université. Ministre il y a enseignement universitaire, un licencié. Alors il va coordonner les professeurs. Non mais attendez 2 secondes. Bon, là il y a un débat, les gens disent non, c'est pas un problème. Moi, je persiste et je signe, à mon avis, c'est un problème. Si vous ne le voyez pas comme problème, moi, Christian, je m'assume, je vois ça comme un problème. Je ne conçois pas que le juge administratif, ça veut dire le plus haut juge de l'appareil administratif, soit quelqu'un d'autre qu'un professeur, qu'un spécialiste dans le domaine où il y a droit administratif. Comment vous pouvez placer quelqu'un d'autre dans le droit administratif alors qu'il y a Vundowe qui est encore en vie? Le professeur Vundowe est un savant du droit administratif. C'est un savant du droit administratif. Mais donc, comment vous allez prendre quelqu'un d'autre et le placer et le prof Vundowe dehors? Est-ce que vous imaginez ça 2 secondes? Après, on va dire le diplôme, ça ne sert à rien. Non, mes frères, si le diplôme ne servait à rien, il faut fermer les universités alors. Si ça ne servait vraiment à rien, il faut fermer les universités. Ce n'est pas parce que vous donnez le diplôme à n'importe qui que vous allez... Non, allez dire ça aux États-Unis. Allez dire ça aux États-Unis que les études ne sont pas importantes. Allez dire ça. Tenez un discours comme ça là-bas. On vous comprendra. Si vous allez au Conseil supérieur, au Conseil d'État français, regardez ceux qui sont juges là-bas. Regardez leur cursus. C'est-à-dire en lisant juste le cursus de quelqu'un, vous dites, mais voilà des gens que nous devons nous amener dans le sommet Yambo Canabiso.
Voilà des gens que nous devons amener dans le sommet. On ne doit pas amener des gens qui se débrouillent encore dans le droit. Non. Et en faisant ça, on aura réussi notre pari. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont compris les choses et qui peuvent gérer le pays. Sinon, ça va être compliqué. Donc, le président de la République doit comprendre ici la nécessité de faire appel à des gens qui connaissent la chose, à des gens qui connaissent les secteurs pour procéder à des vraies réformes. Des vraies réformes. Sinon, on va raconter nos vies et rien ne pourra changer un jour. Donc, au sujet des droits de l'homme, je veux dire que ça va encore. Pardon, il y a une évolution. Mais il y a des choses qui nous font mal. C'est quand nous faisons des tours dans les prisons. Je vous prends un petit exemple. La prison de Makala. La prison de Makala était conçue peut-être pour, je prends un exemple, pour 10 personnes. Mais aujourd'hui, cette prison a 37 personnes. Donc, une surpopulation au niveau des infrastructures pénitentiaires et la caducité des services pénitentiaires eux-mêmes commence à devenir un vrai problème. Donc, les gens sont rentrés dans la prison en bonne santé, mais ils contractent des maladies pulmonaires là-bas, des maladies hydriques là-bas, des maladies liées à l'hygiène là-bas, et ils trouvent la mort là-bas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'État devient un mouroir, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi nous n'avons pas de maisons d'arrêt au Congo? Pourquoi nous n'avons pas de maisons d'arrêt au Congo? Pourquoi nous n'avons pas de syndicalistes au niveau des prisons? Pour qu'ils essaient de défendre le droit des détenus. Tout le monde va en prison pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui vont parce qu'ils ont eu des affaires privées, il y en a qui vont parce qu'ils ont été, ils se sont battus pour devoir des faits, et ainsi de suite. Et puis il y a d'autres qui sont allés pour, qui sont des criminels. Alors vous ne les mettez pas tous ensemble, C'est compliqué. Aujourd'hui au Congo, tous les détenus vont à Makala, les prisonniers à Makala. Mais pourquoi vous allez mettre et les prisonniers et les détenus au même endroit? C'est pas possible. Moi je ne comprends pas cette logique. Pourquoi les détenus et les prisonniers doivent être au même endroit? Pourquoi il n'y a pas de couloir spécifique pour les détenus? Pourquoi il n'y a pas d'endroit spécifique pour les prisonniers? Et qui a dit qu'un prisonnier ne devait pas dormir dans de bonnes conditions? Qui a dit ça? Qui a dit qu'un prisonnier ne devrait pas dormir dans de bonnes conditions? Dans d'autres pays, quand le prisonnier meurt dans les prisons, mais c'est scandaleux, c'est un scandale énorme. Mais chez nous, quand les gens meurent dans les prisons, c'est un bon débarras. Mais ça ne veut pas, on ne peut pas évoluer comme ça. C'est aussi ça les droits de l'homme. C'est aussi ça le droit de l'homme. Nous devons faire en sorte que les gens qui vont en prison, en sortant, qu'ils soient des gens transformés. Parce qu'en prison, ils ont trouvé un service bien qui les accueille, qui les change de manière. Pourquoi tous ceux qui sortent des prisons, regardez comment ils deviennent des gens méchants. Ils deviennent méchants, ils n'ont plus de pitié. Tous ceux qui sortent de nos prisons deviennent des gens détruits davantage. C'est pas possible. Parce que là, ils ont vécu l'injustice. Alors l'injustice. Et quand ils quittent les prisons, c'est des gens qui n'ont plus pitié, ils n'ont plus honte. C'est des gens qui sont capables de récidiver. Pourquoi ils récidivent-ils? Simplement parce que nous ne leur avons pas offert la possibilité de changer de comportement, la possibilité de voir autrement les choses. Je suis convaincu. Si nous voulons que les choses changent, nous devons travailler là-dessus. Nous demandons à ce que nous puissions doter au gouvernement congolais, au gouvernement congolais des infrastructures bien pour nos prisons. Il faut qu'il y ait des salles aérées. Il faut qu'il y ait des locaux aérés. Il faut qu'il y ait des lits, des médicaments. Chaque hôpital devrait avoir un dispensaire équipé. Un mini hôpital, un petit centre de santé. Chaque prison devrait avoir ça. Un petit dispensaire et un service médical assez équipé. Un personnel assez accueillant. Dans toutes les prisons, on devrait en principe avoir des métiers. La prison doit avoir une bibliothèque. Les gens vont dire c'est trop luxueux. Non, pas du tout.
On ne va pas en prison pour s'abrutir. Il y a des gens qui sont allés en prison, qui ont tellement lu des livres, quand ils sont sortis dans la société, ils sont devenus des présidents. Ils ont aidé le pays. Parce que c'est des gens qui ont appris en prison. Donc la prison doit requérir le minimum d'infrastructures. On doit avoir des bibliothèques en prison. On doit avoir des jeux de Scrabble en prison. Nous devons avoir des jeux de toutes les gammes de jeux. On doit trouver ça en prison. Nous devons trouver en prison des ateliers d'apprentissage. Salon de coiffure, salon de manucure, pédicure. On doit trouver toutes ces choses-là pour que les prisonniers apprennent un travail, apprennent un métier. Nous devons avoir une salle de gym en prison, des salles de gym en prison, pour que les gens en prison n'attrapent pas l'obésité, pour qu'ils n'attrapent pas des maladies. Nous devons avoir un petit, si c'est possible, à la limite, une petite salle de ciné où les gens peuvent aller se détendre un peu. C'est important. La prison ne veut pas dire la mort. Ce sont là les droits fondamentaux des hommes. Ce sont là les droits. Ils doivent avoir droit à un aliment sain. Pas les vungoulés. Comment on est dans un pays où on accepte que les prisonniers prennent les vungoulés? Et on est tous d'accord. Ils ne méritent pas les vungoulés. Ils ne le méritent pas. On pouvait donner mieux aux prisonniers. C'est aussi ça le droit de l'homme. Je pense qu'en faisant ces choses, on sera beaucoup plus sévère, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a tellement beaucoup de choses à dire en termes de prison. Déjà, je n'ai même pas parlé des femmes, mais je parle que des hommes. Non, nous devons donner à ces gens la possibilité de rencontrer leurs femmes s'ils sont mariés. Non, nous devons. La prison n'est pas un signe de divorce. Non. Ainsi, nous pouvons changer ce pays si nous arrivons à changer notre manière de voir les choses. Bravo au gouvernement congolais pour ces évolutions. Nous vous demandons de multiplier vos efforts pour que le droit de l'homme soit rétabli. Et puis les procès emblématiques que les gens attendent de voir ce qu'il y a de bien. Et puis voilà, on pourra dire que c'est bien. Merci à vous tous. Notre anniversaire, c'est le 23 décembre. Merci de nous aider, de nous envoyer déjà vos vidéos. On va les travailler. Et envoyez-nous des vidéos qui ne dépassent pas 2 minutes. Dites-nous ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce qu'il y a de bien, des félicitations, des encouragements, mais des suggestions, des remarques aussi. On va les prendre et on va essayer de travailler ça. Que la paix quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC.